Aujourd'hui, toute une histoire vous plonge au cœur des enquêtes policières. Témoins d'un crime, accusés à tort ou détectives en herbe, nos invités vous racontent leur incroyable aventure. Vous attendiez quelqu'un? La livraison d'une machine à laver. Quand j'ai ouvert la porte du garage, il y avait une dizaine de gendarmes et 3 véhicules de gendarmerie. Et en quelques secondes, on passe du citoyen lambda à violeur présumé. On voit la personne par terre, on va pour la ramasser et là on s'aperçoit qu'il a un trou, quoi. On lui a tiré dessus. Alors, je pense que le plus difficile, c'est le portrait robot. On prend un risque énorme à soit en faire trop, soit en dire trop, soit en dire pas assez. C'est de la frayeur d'envoyer quelqu'un à la place de l'agresseur. Merci pour nos invités, bonjour. Merci à tous, bienvenue sur le plateau Toute une histoire. Nous parlons aujourd'hui de justice, désignation de témoins, par exemple derrière une glace sans teint, élaboration d'un portrait robot, retour sur les lieux du drame pour une reconstitution. Qui n'a pas rêvé, à force de voir des films policiers et des séries policières, de se retrouver un jour au cœur d'une enquête policière. Mais la réalité n'a souvent rien à voir avec les séries télé. Nos invités d'aujourd'hui peuvent en témoigner et se sont retrouvés au cœur de l'enquête, souvent bien malgré eux. Agressions, vols, trafic en tout genre, kidnapping, meurtres, leurs témoignages ont pourtant été essentiels, mais il arrive aussi qu'on se retrouve au cœur de l'enquête parce qu'on est tout simplement suspecté. Et là, l'aventure policière tourne rapidement au cauchemar. Suspecté ou accusé à tort, comment se déroule dans ce cas-là l'enquête policière? Comment vit-on un interrogatoire, une perquisition? C'est la première partie de notre émission et c'est l'histoire d'Anthony qui est notre invité. Bonjour Anthony. Bonjour. Bienvenue parmi nous. Alors Anthony, vous étiez le 17 mars 2004 à 8 h du matin tranquillement chez vous. Si j'ai bien compris, vous êtes professeur, vous travaillez dans une école et ce jour-là, vous étiez off. Vous et votre femme, avec vos enfants, tranquillement en train de dormir. Et puis tout d'un coup, vous avez été interpellé à votre domicile par les gendarmes. On frappe à la porte. Vous attendiez quelqu'un? Une machine à laver. Ah. La livraison d'une machine à laver. Avec beaucoup de livreurs, visiblement. Voilà. Et la machine à laver n'était pas celle qu'on attendait, puisque quand j'ai ouvert la porte du garage, il y avait une dizaine de gendarmes et 3 véhicules de gendarmerie en travers sur le chemin d'accès à ma maison. Vous saviez ce qu'ils vous reprochaient? Sur le coup, quand je les ai vus, une fraction de seconde, je me suis dit, mes parents ont eu un accident. Et dans le même temps que je me disais, c'est pas possible. Tant de monde pour venir t'annoncer ça, c'est pas possible. Et en même temps, il y avait le chef de ce petit escadron qui m'informait qu'il s'agissait sur commission rogatoire de Madame le juge, j'ai oublié le nom, et que j'étais placé en garde à vue pour viol et agression sexuelle, wow. Et qu'ils allaient perquisitionner mon domicile. C'est pas rien, ça? Non. Viol? Non, et en quelques secondes, on passe du citoyen lambda qui est tranquillement chez lui à dormir à violeur présumé, quoi. Comment réagit votre femme? Mais disons que moi, déjà sur le coup, je suis resté sans voix. J'avais l'impression que le sang ne circulait plus en moi, j'avais du mal à respirer. Et puis on ne m'a pas laissé le temps de réagir, quoi. Les gendarmes m'ont fait comprendre qu'ils rentraient chez moi, ils ont investi mon domicile. Et là, ma femme est arrivée, elle a vu à mon visage décomposé qu'il y avait quelque chose de très grave. Non. Non, non. Et vos enfants étaient là? Puis elle a vu des gendarmes, quoi. Mes enfants étaient dans leurs chambres respectives. Et au ton de notre voix, ils ont compris qu'il y avait quelque chose de grave, quoi. Et puis... Donc ils sont venus perquisitionner chez vous d'une part et à l'école d'autre part, puisque vous étiez soupçonné d'agression sexuelle et de viol sur la personne de mineur, si j'ai bien compris. Voilà, sur un enfant de maternelle. Qu'est-ce qui est le plus difficile à vivre quand on est pris dans un moment pareil? C'est de se dire qu'on puisse être... qu'on est vu comme un violeur potentiel par d'autres personnes. C'est quelque chose d'effroyable et cette fuite en avant qui fait que plus la journée avance, plus on se rend compte qu'on est maître de rien du tout et qu'on est à la merci des officiers de police judiciaire et d'un juge. Et qu'ils ont tout pouvoir sur nous. Le rôle du juge et des enquêteurs, c'est d'essayer de faire la lumière sur les choses. Vous êtes suspecté, c'est-à-dire que vous êtes présumé innocent, mais vous êtes quand même suspecté. Et donc leur but, c'est que vous passiez aux aveux. Donc quoi? Vous avez senti que dans leurs yeux, on vous brusquait un peu, on vous condamnait déjà? Il y avait les deux démarches. Ça dépendait des personnes. Il y avait des personnes avec qui on pouvait un petit peu discuter, qui étaient, j'allais dire, presque agréables, et d'autres franchement désagréables. C'est une question de personnalité? Je me tourne vers les gendarmes, ça, ou c'est une question de rôles qui sont répartis? Non, c'est surtout que
On est aussi, même si je peux comprendre toute la difficulté, effectivement, un matin de voir débarquer des gendarmes chez soi, c'est aussi que de l'autre côté, il y a une famille qui a déposé une plainte avec un enfant dont on pense qu'il a été violé. Donc nous, on est un petit peu au milieu de ces deux démarches et on doit essayer, en préservant les uns et les autres, de découvrir la vérité et de savoir où est la vérité. Comment vous avez réagi tout au long de ces perquisitions? Donc vous êtes parti pour l'école, si j'ai bien compris, tandis que votre épouse restait au domicile. Alors à l'école, c'est quelque chose aussi. C'était un jour ouvrable? Non, c'était un mercredi. D'accord. Ils sont venus exprès, je pense, mercredi. Tant mieux. Oui. Disons que donc, moi, ils m'ont demandé de m'habiller et immédiatement, ils m'ont embarqué pour m'amener à l'école pendant qu'ils allaient commencer à perquisitionner mon domicile. Mais qu'est-ce qu'ils cherchaient à l'école? Sur le coup, je ne savais pas. Je ne savais pas, puisque bon, on m'a simplement dit que j'étais placé en garde à vue pour viol et agression sexuelle, pas plus. Une fois que vous êtes arrivé à l'école, qu'est-ce qui s'est passé? Ils m'ont demandé de leur montrer ma classe, où ils ont absolument tout fouillé, du sol au plafond, les casiers des élèves, feuilleté les cahiers des élèves, ils ont tout fouillé. Puis après mon bureau de directeur, puisque je suis également directeur de l'école, où ils ont également tout fouillé jusqu'au bac à réserve à papier de la photocopieuse. On a l'impression d'être dans un très mauvais film, comme on voit à la télé, sauf que là, on est le personnage principal. Et moi, j'ai géré lamentablement d'une pièce à l'autre, je les suivais. Ils me disaient c'est quoi là? Ben, je leur disais ce que c'était, et puis ils fouillaient, et puis ils me traînaient d'un endroit à l'autre de l'école. À un moment, on est passé devant un mur blanc, ils m'ont mis devant le mur, ils m'ont dit là ce sera bien. Je n'ai pas compris sur le coup, et en fait, ils ont sorti un appareil photo, ils m'ont fait une photo de face, tournez-vous, de profil. Et là aussi, ça met une deuxième claque, quoi, parce que il manquait juste à tenir un numéro et c'était bon, quoi. C'est normal que ça se fasse aussi vite, ces photos? Normalement, on les fait quand on revient dans les locaux de la brigade, après avoir interrogé la personne et puis avoir discuté un peu avec elle. Ouais. Et pourquoi ça a été fait aussi vite, à votre avis? Écoutez, je ne sais pas. Est-ce qu'il y avait besoin peut-être d'une photo à montrer à l'enfant pour qu'il puisse l'identifier? Qu'il puisse l'identifier, donc peut-être qu'il y avait un caractère d'urgence. Et votre femme, dans son œil, vous ne l'avez pas vu douter de vous? Non, jamais, heureusement. Heureusement. Heureusement, non. Ma femme, elle était effondrée et révoltée en même temps. Donc pendant que vous étiez à l'école pour la perquisition à l'école, elle était à la maison pour la perquisition à la maison. Comment elle l'a vécu? Très mal. Très mal parce que, comme je disais tout à l'heure, c'est une dizaine de personnes qui ne sont pas invitées, qui pénètrent chez vous et qui ont le droit de faire ce qu'ils veulent chez vous. Et ils fouillent tout, du sol au plafond. Ah, mais c'est une perquisition, quoi. Voilà. Et donc, c'est un viol de votre intimité, c'est un viol de votre cellule familiale. On fouille votre chambre, c'était des hommes. Et donc, vous devez assister à la perquisition. Ma femme était avec eux et ils fouillaient la chambre. Et bon. Combien de temps ont duré les perquisitions, à peu près? Une bonne matinée. Ensuite, vous avez été emmené à la brigade de recherche pour être interrogé. Dans les locaux de la police judiciaire, comment s'est déroulé l'interrogatoire? Interrogatoire ou garde à vue dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on dit? Là, en l'occurrence, c'était un interrogatoire de garde à vue. Donc monsieur était placé en garde à vue. C'était pas franchement convivial, quoi. J'aurais aimé éviter la situation. Vous êtes soupçonné de viol, hein? Voilà, donc... 6 heures? On revient, oui. On revient à la même situation, c'est-à-dire qu'au début, il y avait l'OPJ qui était sympathique, qui m'a demandé de raconter toute ma vie depuis ma naissance quasiment jusqu'au moment des faits. En résumé, bien sûr, mais bon, où est-ce que j'avais passé mon enfance, mon adolescence, pourquoi j'avais choisi ce métier, quelles étaient mes études, etc. Et puis il y a le second OPJ, celui qui n'était pas agréable, qui est rentré dans la pièce et qui lui a asséné le coup en disant, bien, vous êtes accusé de viol. Vous êtes accusé d'avoir organisé des parties de cache-cache tout nus d'enfants dans votre école, d'avoir pris des photos avec un appareil photo numérique et vous êtes accusé d'avoir violé cet enfant le 26 janvier. On était quel jour là? On était le 17 mars. Progressivement, vous prenez conscience que cette histoire n'a rien d'une blague. Vous n'aviez pas du tout l'humeur à rire pendant tout l'interrogatoire. Est-ce que vous avez joué le jeu en essayant de répondre le plus précisément possible aux questions des enquêteurs, ou est-ce que vous avez essayé de vous défausser globalement? C'était ma seule défense. Si vous voulez, le temps de la descente sur la brigade de recherche, il y a 80 km de mon domicile, j'ai réfléchi un petit peu qu'est-ce que je pouvais faire. Et c'était ma seule défense. C'était établir une relation de confiance avec les enquêteurs, ne surtout rien leur cacher,
qu'il ne soit pas amené à découvrir. Il n'y avait rien à cacher, mais si vous voulez, sur notre intimité, etc., bon, mais rien à cacher, on a été par mis exemple, à nu. Rien à cacher, c'est-à-dire Par exemple, notre sexualité, etc. Ils nous ont interrogés sur notre sexualité, ils nous ont interrogés, êtes-vous exhibitionniste, êtes-vous homosexuel, êtes-vous nudiste, êtes-vous échangiste, êtes-vous... Enfin, tout ce qui finit à iste, quoi. Et ensuite, donc jusqu'au bout, on vous maintient la pression, hein, avec un qui souffle le chaud, l'autre le froid, le chaud, le froid. À un moment, on me propose un test ADN. Je dis, mais bien sûr, c'est le soulagement. Je me dis, ça y est, bon, c'est fini. On te propose un test ADN. On me fait le test ADN. Et là, je demande quand est-ce qu'ils connaîtront le résultat. On me dit, dans quelques heures, ça peut aller très vite. Et en même temps, l'autre OPJ me dit, ça ne sert à rien. De toute façon, l'enfant a été violé avec un objet. Et tout le temps, c'est comme ça, quoi. Vous reprenez espoir et boum, il y a quelque chose qui vient, qui détruit cet espoir. Ensuite, les gendarmes vous ont accompagné chez vous? Voilà. Jusqu'au dernier moment, vous ne savez pas si vous sortez, puis d'un coup, on vous dit, bon, ben, vous remontez dans la voiture, on vous ramène. On vous donnera des nouvelles? Voilà. On vous tiendra au courant. Et au bout de combien de temps vous êtes tenu au courant? Et en fait, on ne m'a jamais tenu au courant. C'est moi qui, au bout de 3 semaines, je les ai appelés parce que je craquais, je ne pouvais plus tenir. Et là, on m'a dit que l'enquête était close depuis 3 jours. Je rédige, j'en suis fort aise, donc qui c'est le coupable? Parce que moi, je sais depuis le début que ce n'est pas moi. On m'a dit c'est personne. Et là, c'est le deuxième coup de massue. C'est-à-dire? On m'a dit, mais je leur ai dit, mais attendez, vous m'avez dit que cet enfant avait été violé, que ça avait été confirmé par expert. Pour moi, les experts, c'était quand même... que ça avait été confirmé par expert. Et avec puis des là, précisions en plus. Voilà. Et là, vous me dites qu'il n'y a rien. Et on me dit, bah, écoutez, les micro-lésions anales qu'il avait ont très bien pu être provoquées par une forte diarrhée. C'est la procédure classique, monsieur? Écoutez, en tout cas, c'est effectivement une procédure assez classique. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de découvrir la vérité. Alors la perquisition dont Anthony nous dit qu'elle a beaucoup traumatisé, y compris son épouse, elle a aussi sans doute beaucoup servi à montrer qu'il n'était pas coupable, puisque aucun élément, aucun objet, aucune cassette pédophile n'a pu être retrouvée chez lui. Donc ce sont des éléments qui viennent, je dirais, à décharge pour lui. Et les enquêteurs conduisent l'enquête à charge, mais aussi à décharge. Et le fait de faire une perquisition peut servir aussi à disculper la personne. Les enfants étaient où pendant tout ce temps-là? Dans la maison. Mais quand on perquisitionne dans leur chambre, ils sont... J'avoue que les OPJ ont eu la délicatesse d'attendre que mes parents arrivent. Ils ont mis 2 heures à arriver, ils habitent assez loin, pour éloigner les enfants le temps de la perquisition. Bien malgré lui, Anthony a eu donc l'occasion d'observer de très près le travail des gendarmes, de très très près, de trop près même, puisque vous étiez totalement innocent. Nos autres invités ont également vécu cette expérience, mais cette fois-ci en tant que témoin, et c'est crucial. Comment se retrouve-t-on à jouer un rôle dans la résolution d'une enquête policière? Faut-il en avoir peur? C'est la deuxième partie de notre émission qu'on va voir avec votre histoire, Frédéric. D'abord par ce reportage, vous êtes témoin d'un meurtre à la sortie d'une discothèque. Vous n'avez pas eu d'autre choix que de participer activement à l'identification du coupable. 2 ans après les faits, vous avez du mal à oublier ce qui s'est passé. Il y a 2 ans, Frédéric est témoin d'un meurtre. À la sortie d'une discothèque, l'un de ses amis se fait tirer dessus et meurt sous ses yeux. 3 mois après les faits, l'assassin est arrêté. Pourtant, en janvier dernier, Frédéric est convoqué par la police pour participer à la reconstitution du crime sur ce parking où le drame a eu lieu. Une épreuve particulièrement douloureuse. De retour sur les lieux, elle se souvient. Je voulais vraiment pas y aller en fait. Donc j'y suis vraiment allée à contre-cœur, quoi. Rien que le fait de devoir retourner sur le lieu alors que ça faisait... j'y étais jamais retournée, quoi, donc c'était assez... C'était choquant, j'ai été choquée. Pendant la reconstitution, à un moment donné, chacun se met à sa place. Donc je lui montre au policier que, à un moment donné, je me suis mise à courir tout autour du parking, de peur de me prendre une balle perdue. Et donc il a fallu montrer les gestes qu'on a eus envers la victime, comment parce qu'on a été amené à le relever en pensant qu'il n'était pas touché. Donc quelle manière on s'y est prise. Après il a fallu montrer aussi, parce qu'on a transporté le corps en pensant bien faire pour le sauver au plus vite. On revit cet instant-là en pire, dans le sens où aussi où l'assassin nous voit, quoi. Et là on le voit vraiment, on le voit tel qu'il est réellement. Et Témoin principal du crime, à chaque nouvelle étape de l'enquête, Frédéric est replongé dans cette histoire traumatisante. 2 ans après les faits, elle n'arrive pas à tourner la page. Sa mère est inquiète. Comment tu te sens? moyen, hein. Merci. Moyen? Moyen, ouais. Je te vois plus pareil comme avant, quoi. Ça t'a changé, quoi. Ouais, j'imagine. Ouais. Ça s'oublie pas, quoi. Non, ça reste vraiment marqué.
Ouais, quand on voit quelqu'un mourir devant nos yeux, ça fait quelque chose, quoi. Une chose pareille, ça te marque à vie, hein. Un crime, être témoin d'un crime, c'est même pas la peine, quoi. C'est dommage que les enquêtes comme ça se finissent pas assez rapidement pour, en ayant retrouvé le meurtrier, quoi, en sachant qui il est, quoi. C'est clair, surtout qu'en plus, c'est vrai qu'ils ont tous les éléments, quoi. Chaque étape doit être passée de toute manière, hein. C'est clair. Hein. D'abord passage devant la police, après reconstitution. Quand on reçoit un courrier qu'on nous dit, donc dans 15 jours, il y a reconstitution, et alors là, c'est... À chaque fois, ça revient, quoi. Ouais, c'est clair. Là, maintenant, je me languis pas du tout d'attendre le papier pour le tribunal, quoi. Je sais pas ce que ça va être, quand est-ce qu'on va le recevoir, ça va être... à mon avis, ça va être très dur, là. Ça va être le plus dur, je pense. Frédéric voudrait que cet épisode de sa vie se termine enfin. Elle n'a qu'une angoisse, celle de devoir témoigner au procès, dont la date n'est toujours pas fixée. Pour en avoir le cœur net, Frédéric décide d'appeler le commissariat. J'ai été témoin d'un meurtre il y a à peu près 2 ans. Il va y avoir le procès prochainement. Est-ce que je serai obligée de venir au tribunal, quoi? C'est le président de la cour d'assises qui décide s'il doit vous entendre ou pas, s'il doit vous convoquer ou pas. Et ça, donc, on le saura comment, en fait? Je recevrai un courrier, on me téléphone? C'est un courrier recommandé ou par l'huissier, où vous serez convoqué. Qu'est-ce qu'il y a comme alternative, quoi, par rapport à ça? On peut pas refuser. On n'a pas le droit de refuser, donc. D'accord. Frédéric n'est toujours pas fixé. Elle appelle donc le tribunal en espérant qu'on pourra enfin lui donner une réponse définitive. Vous avez été entendu comme témoin, vous faites partie quand même du dossier. Et aux assises, tout le monde est entendu, donc vous serez convoqué. J'appréhende le fait que du jour au lendemain, je vais recevoir un courrier. Maintenant, quand le facteur va sonner, je vais me demander si c'est le courrier du tribunal ou pas, quoi. Donc, c'est vrai que maintenant, non, ça m'inquiète un peu quand même. Parce que je sais toujours pas de date, je sais pas vraiment. Ça peut être dans un mois, comme ça peut être à la fin de l'année, je sais pas. Donc, c'est vrai que ça m'inquiète, oui. Je suis quasi sûre de faire partie des témoins à citer à la barre. Là, maintenant, je commence vraiment à avoir peur. D'après ce que j'ai compris, apparemment, je pense que je vais être obligée. Vous êtes innocente, qu'est-ce qui vous fait peur? C'est l'appréhension d'avoir été témoin d'un meurtre. Déjà, je suis pas habituée à avoir de la police autour de moi, à devoir être interrogée sur des détails précis. Donc, vous avez peur d'être impressionnée J'ai peur de tout faire de travers, alors que pourtant j'ai rien à faire. Enfin, j'ai peur de... Vous avez peur de vous embrouiller? J'ai peur de m'embrouiller, j'ai peur les magistrats ont l'habitude de ça. Je pense qu'ils feront en sorte que vous soyez à l'aise, hein, le plus possible en tout cas. Même si c'est sans doute impressionnant. Oui, j'imagine, mais bon, c'est vrai que c'est aussi de voir le meurtrier, donc... Voilà, ça c'est encore autre chose. Ça... Parce que le plus impressionnant, vous l'avez déjà vécu. C'est ce qui s'est passé à la sortie de cette boîte de nuit. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Une bagarre qui a mal tourné. Entre qui et qui? C'était mon voisin, donc. Vous le connaissiez bien? Que je connaissais, oui, que je connaissais. Et quel type de personne? Ce soir-là, un peu agressive, un petit peu alcoolisée, on va dire. Donc, je cherchais un petit peu, quoi. Vous le connaissiez sous ce jour-là? On le connaissait un petit peu comme ça, quoi. De nature agressive, oui. Ça vous a pas inquiété plus que ça? Non, non. Jusqu'à la bagarre? Jusqu'à la bagarre, et encore même la bagarre elle-même, bon... Quand on sort en discothèque, ça arrive assez souvent quand même de tomber sur des bagarres. Mais c'est la personne qui l'a assassiné, quoi. Et ça, vous l'avez vu arriver, ça? Ben non. Non, justement, c'est assez étrange, parce que donc, lui, il en est venu aux mains, donc mon voisin. Et donc la personne qui a tiré, je pensais qu'elle allait partir. Et en fait, elle partait vers sa voiture? Elle partait vers sa voiture. Et au moment d'ouvrir le coffre, en fait, il a sorti un objet en pensant toujours que c'était pas une arme, en pensant peut-être une batte, enfin, ou une arme blanche, ou ce qui nous paraît déjà moins grave, quoi. Et quand on voit le pistolet, là déjà, bon, là c'est la grosse panique. À quel moment vous avez dit que vraiment ça tournait mal? Vous avez entendu un coup de feu? C'est au moment où il commence à crier, il s'agitait, celui qui avait le pistolet entre les mains. Ouais. Il s'agitait dans tous les sens, il criait après mon voisin, il mettait son arme sur tout le monde, enfin il tournait en rond comme ça. Et il a tiré en tout cas? Il a tiré. Il a tiré sur notre voisin, oui. Et, plusieurs fois? Non, une fois. Et pareil, là on entend le bruit du pistolet, mais toujours en pensant que c'est pour faire peur. On ne se dit pas, bon, il a tiré sur la personne. Et c'est quand on arrive, on est à côté en fait, mais
C'est quand on ouvre les... Enfin, je sais pas comment vous expliquer, c'est dans un état un petit peu... on voit la personne par terre, on va pour la ramasser et là on s'aperçoit qu'il a un trou, quoi. En fait, on lui a tiré dessus. Et là... J'ai l'impression que les choses vous ont échappé, que vous n'avez pas eu le temps d'avoir peur, par exemple. On n'a pas eu le temps d'avoir peur, c'est assez... ouais, on n'a pas eu le temps d'avoir peur, c'est trop rapide. Vous avez appelé les gendarmes On a appelé les gendarmes, les pompiers. C'est un lieu qui était assez en retrait, donc du coup, ils ont eu beaucoup de mal à trouver. Une discothèque un peu isolée? Un peu isolée, oui. Un peu isolée et pas très connue, donc du coup, ils ont beaucoup de mal à nous localiser. Alors? Donc on a essayé de le sauver, enfin, en se disant qu'il était encore sauvable. Comment vous avez fait? Plusieurs personnes, on l'a soulevé, donc on l'a mis dans la voiture. On a voulu l'emmener à l'hôpital pour lui sauver la vie, quoi. Vous êtes arrivé aux urgences? On est arrivé aux urgences, oui. Et là, donc on nous a demandé ce qui se passait. Donc on leur a dit, il y a un blessé par balle, on ne sait pas trop. On nous l'a pris, on nous a plus donné de nouvelles. Enfin, c'était... Et là, on nous a demandé de rester là, de ne plus bouger et d'attendre la police. Parce que déjà, d'une, on n'avait pas le droit de transporter. On a appris plus tard qu'il était déjà décédé. Pas le droit, mais quand les secours n'arrivent pas, qu'est-ce qu'on fait? On a quand même son devoir de citoyen, celui de porter secours à autrui. La priorité, c'est évidemment d'essayer de porter secours. Hein. Bon, effectivement. Qui vous a dit qu'il n'y avait pas le droit? La police. Et d'ailleurs, bon, c'est pas moi qui ai conduit, donc j'ai eu beaucoup moins de problèmes. Mais la personne qui a conduit la voiture a été mise en garde à vue pour, je ne sais plus exactement le motif qu'ils ont invoqué, mais par rapport au fait qu'il ait transporté le corps, justement, de ça me paraît un peu incongru, personnellement. Non, effectivement, bon, ce qu'il y a, c'est qu'en général, quand il n'y a plus rien à faire pour la personne, ce qu'on essaye pour les besoins de l'enquête, c'est de modifier le moins possible ce qu'on appelle la scène de crime. Maintenant, quand la personne est encore en vie, il est évident que c'est le secours qui prime et on doit d'abord essayer de secourir la personne. Vous saviez que la personne était morte? Ah non, ça... Non, on ne peut pas savoir. C'est dans des moments comme ça aussi qu'on se révèle et qu'on apprend à savoir un peu qui on est. Jérémy, vous nous raconterez dans un instant la tentative de meurtre dont vous avez été témoin, qui s'est en plus poursuivie entre une course-poursuite entre vous et l'agresseur. Vous retenez donc votre souffle quelques minutes encore, le temps d'un message de notre rédaction pour une de nos prochaines émissions. Vous avez été élevé dans une famille homoparentale. Vous avez été rejeté à l'école parce que vos parents sont homosexuels. Homosexuel, vous vous battez pour que votre enfant soit un enfant comme les autres. Issu d'une famille homoparentale, vous avez du mal à trouver votre identité sexuelle. Pour nous raconter votre histoire, contactez-nous au 0820 16 30 15 ou connectez-vous sur le site de l'émission. Prochainement, dans toute une histoire, l'histoire de Valérie qui a choisi d'attendre son compagnon alors qu'il était condamné à une lourde peine de prison. Un sacrifice dont Florent ne revient toujours pas. Mon grand plaisir quand j'entends la porte qui s'ouvre à nouveau et que je la vois apparaître. Voilà, c'est ça mes petits bonheurs. Il était hors de question de baisser les bras, de le lâcher, non, ça c'était clair, c'était pas possible. Je te serai toujours reconnaissant de ça. Hein. T'as été vraiment exceptionnelle. Et aussi l'histoire de Mélissa, tombée amoureuse d'un détenu alors qu'il était incarcéré pour meurtre. Une histoire d'amour parfois difficile à assumer. C'est pas la peine de parler de ça tout le temps. Il a tué quelqu'un, ok, il a tué quelqu'un. Ben voilà, c'est tout. Maintenant, il est prêt à être droit comme un i et il a envie de liberté et de se retrouver dans un champ de fleurs avec sa fille et sa femme, c'est tout ce qu'il veut. Bonjour papa. Il fait le gros bisou. Tu dis bonne nuit. Maintenant, il va falloir que lui, il assure quand il va être dehors. J'attends de le voir à l'œuvre. Jérémy, il y a presque 7 ans, vous preniez le bus lorsqu'un passager particulièrement agressif s'en est pris directement au chauffeur du bus. Vous avez essayé de vous interposer entre l'homme et le chauffeur? Tout à fait. Vous êtes un garçon visiblement bien bâti? Ouais, à l'époque j'étais mineur, donc déjà j'étais... Quel âge? J'avais 17 ans. 17 ans, j'étais un jeune garçon, donc je prenais le bus pour partir au sport. Je m'attendais pas du tout à ça, donc surtout un dimanche matin. Donc, souvent dans notre région, c'est le marché. On se dirige vers le marché, donc de famille. Tranquille. Jeunes femmes à poussettes, personnes âgées, etc. etc. Et puis bon, ce jeune garçon est monté, a allumé sa cigarette, et le chauffeur a arrêté son bus, a entamé la discussion, lui a demandé d'éteindre sa cigarette. Et c'est parti en bagarre, donc batte de baseball.
Mais il a sorti d'où une batte de baseball? Vous parlez d'une batte tout à l'heure, là, mais ça se range pas dans une poche quand même, non? Manteau, une grosse doudoune. Donc il est sorti une batte de baseball, c'est parti en bagarre. Toutes les personnes sont descendues à l'ouverture des portes, hein, c'était juste à l'arrêt, donc les portes se sont ouvertes. Les personnes sont montées, sont restées ouvertes tant que le chauffeur de bus se déplace vers ce personnage. Il lui a demandé d'éteindre sa cigarette, donc cigarette, un joint, donc c'était de la drogue. Il est devenu agressif. Le chauffeur a voulu le mettre dehors de lui-même. Et là, il a sorti la batte de baseball qui était dans son manteau et l'a roué de coups. La personne est tombée au sol. Je me suis interposé. Je me suis pris quelques coups. Le chauffeur de bus, tant qu'il se relève, il a ressauté sur le jeune homme. Et là, le coup de couteau est arrivé. Donc il a poignardé. Il avait un petit arsenal sur lui. Ouais. Et il a poignardé il a poignardé sur le côté droit de l'abdomen, le chauffeur de bus. Donc il est sorti, il a ramassé sa batte de baseball, il est sorti. Vous n'étiez plus que 3? On n'était plus que 3. Toutes les personnes sont sorties. Hein. Dès que c'est parti en bagarre. Pourquoi vous êtes restés, vous? On n'est pas là pour vous donner une médaille de héros, hein, comme celle qui est sur la poitrine du lieutenant-colonel aujourd'hui, non? Mais mériterait peut-être. Je pense que tout d'abord, c'est par rapport à une éducation. Je pense que j'ai une éducation, j'ai la famille, j'ai un papa qui est dans la fonction publique. Je pense que c'est l'éducation et je pense que c'est le devoir de tout citoyen. Donc à cette époque-là, 17 ans, j'ai trouvé ça tout à fait normal, à la différence des autres personnes dans le bus. De porter secours. Votre papa est commandant de CRS, hein, je précise. Voilà, c'est ça. Comment vous avez réagi une fois que le chauffeur s'est retrouvé blessé à coups de couteau? Tout d'abord, quelques mois auparavant, j'ai passé mon AFPS, donc brevet de secouriste. Hein. Donc, point de compression, surélever les jambes. Au bout de quelques secondes, il y a un voisin par les cris des jeunes mamans, les appels à la police. Donc, il y a un des voisins tout près de l'arrêt de bus qui est sorti, qui est venu me remplacer. Et moi, j'ai attaqué la course-poursuite du jeune agresseur. Vous l'avez rattrapé? Non. Il courait vite, hein. Il courait vite. Grâce à ces gestes de premier secours, et tout le monde devrait les apprendre, vous avez sans doute réussi à sauver ce chauffeur de bus. Il a été sauvé, mais enfin, sans doute grâce à vos gestes. Et vous avez même fait mieux, puisqu'une fois cette mission accomplie, vous vous êtes donc élancé à la poursuite de cet agresseur. Là, est-ce que monsieur outrepasse sa fonction, là? Est-ce que vous encouragez ce type de comportement? Il outrepasse sa fonction de témoin, ça c'est clair, en se lançant à la poursuite de l'agresseur. On ne peut que l'en féliciter parce que, effectivement, c'est extrêmement courageux de sa part. Bon, il faut aussi que les témoins fassent attention, ils sont, et votre émission le montre, parfois suffisamment en danger, qu'ils fassent déjà ce qu'ils ont à faire. Le type est armé, quand même, le type est armé, il a donné un coup de couteau. Mais je pense que, comme il vient de le dire, c'est son naturel qui a parlé, c'est sans doute un homme d'action, Jérémy, donc il a écouté que son cœur et il a fait ce qu'il avait à faire et on ne peut que l'en féliciter. Quel est votre métier aujourd'hui? Sapeur-pompier. Ouais, enfin, sapeur-pompier. Ce n'est pas un métier de maintien de l'ordre pour autant, c'est un métier de secours des autres. Vous avez coursé l'agresseur, il vous a semé, vous nous l'avez dit en préparant cette émission, vous avez immédiatement été entendu par les policiers qui ont fini par arriver. Qu'est-ce qui a été le plus difficile pour vous à faire passer pendant la déposition? C'est le portrait robot, tous les détails, parce qu'on prend un risque énorme à soit en faire trop, soit en dire trop, soit en dire pas assez. Donc il faut savoir qu'à cette époque-là, j'étais mineur, j'étais un jeune garçon. La frayeur d'envoyer quelqu'un à la place de l'agresseur. Difficile de se souvenir de tous les détails, en plus quand on est dans le feu de l'action, évidemment. On ne pense pas forcément à regarder la forme du nez, la forme du crâne, la couleur des yeux, la longueur des cheveux. Pourtant, établir un portrait robot, c'est une des bases importantes, parfois décisives de l'enquête. Et qui mieux que les témoins pour la réaliser? Évidemment, personne d'autre. Dans une enquête policière, le portrait robot, c'est typiquement la technique qui ne repose que sur les témoins. S'il apparaît dans les années 50, en France, cela fait seulement une quinzaine d'années qu'il est informatisé. Le principe est simple, le témoin guide le portraitiste en décrivant le coupable de la manière la plus précise possible. Un exercice qui se révèle souvent délicat.
Lorsque nous avons un témoin ou une victime en face de nous, ce qui est très difficile pour lui, c'est essayer de faire ressortir l'expression du visage qu'il a vu. Et comme cette image est toujours très furtive, c'est très compliqué. Elle est souvent surprise quand on lui demande de décrire un nez, une bouche. On a déjà beaucoup de mal avec les yeux, donc pouvoir décrire un nez, une bouche et des oreilles, c'est très compliqué. Pour comprendre la difficulté de l'exercice, notre journaliste a demandé à cette enquêtrice de se mettre dans la peau d'un témoin qui aurait à réaliser son portrait robot. Donc là, ça fait 10 minutes qu'on est ensemble. Si je vous demande de faire mon portrait robot, vous m'avez vu assez rapidement. Si je vous demande de dessiner mon portrait robot, vous pouvez le faire? Effectivement, je peux réaliser votre portrait robot. Ça va prendre un petit peu de temps et voilà. Bon, alors je vous laisse quelques heures et je reviens pour voir si c'est ressemblant. Voilà, c'est comme ça? À tout à l'heure. Très bien. Je l'ai regardé, mais sans penser que j'allais réaliser un portrait robot. Et comme c'est une personne qui n'a pas de traits, on va dire, particuliers, des caractéristiques particulières qui se dégagent de son visage, c'est d'autant plus difficile. J'ai un peu de mal avec les yeux. Pour la coiffure, c'est plus simple parce qu'elle a des cheveux longs, mais concernant les yeux, j'ai essayé de trouver dans le catalogue quelque chose qui pouvait correspondre. J'arrive pas à retrouver son regard. Là, pour le nez, j'ai choisi... alors, effectivement, comme n'importe quel témoin ou victime, j'ai pas forcément détaillé tous les détails de son visage. Et je me souviens plus très bien. Donc, en fait, ce que je fais, je choisis un nez qui change pas l'aspect général de son visage. Je choisis quelque chose d'assez commun, sans particularité. Pour la bouche, je vais faire pareil. Je vais essayer de choisir une bouche qui ne changera pas l'aspect général du visage. Donc voilà, là j'ai essayé de faire quelque chose, on a un résultat. Maintenant je vais essayer de reprendre les éléments de visage et les arranger un peu pour que ça donne quelque chose d'un petit peu plus ressemblant. Alors, voilà, venez juger par vous-même ce que j'ai pu établir selon mon souvenir. Alors c'est vous qui me dites, est-ce que vous pensez que je pourrais être interpellée grâce à ce portrait robot? Donc effectivement, lorsqu'on regarde sur les éléments précis du visage, bon, il faudrait améliorer afin que ce soit plus ressemblant. Par contre, sur un aspect général, on est quand même sur quelque chose de ressemblant parce qu'on a quand même une coupe de cheveux, on a quand même des yeux clairs, hein, des sourcils assez fins, un nez, on va dire, qui dénature pas dans le visage, et au niveau de la bouche, c'est pareil. Donc vous êtes assez contente du résultat, finalement? Non. En toute objectivité, le résultat n'est pas franchement ressemblant. Si l'on rajoute à cela le stress de témoigner et la peur de se tromper, on peut facilement imaginer à quel point il est compliqué pour un témoin d'établir un portrait robot. Pas facile. Voilà, c'est Aude, une de nos journalistes qui s'est prêtée au jeu. En plus, elle est bien jolie. Je ne sais pas si sa maman va voir son reportage, mais enfin, je pense qu'elle ne sera pas très contente de la voir comme ça. Le lieutenant-colonel disait que le haut du visage était plutôt bien réussi, les cheveux aussi, mais les cheveux, ça se coupe. Ça se coupe quand on essaie d'échapper à la police. Vous avez connu les mêmes difficultés, Jérémy, pour essayer d'exécuter le portrait robot? Oui. Oui. Donc, heureusement qu'il y avait quand même le chauffeur de bus. Hein. Parce que bon, lui, il l'a vu de près, lui. Lui, il l'a vu de très près. Ouais. Donc on présente un portrait robot, on se met d'accord sur ce portrait robot, on essaie ensuite les policiers essaient de travers des fichiers, les gendarmes, de retrouver des personnes qui peuvent correspondre à ce portrait robot. On soumet ces photos ensuite aux témoins, et puis on essaye d'identifier 3, 4, 5 personnes. Oui. Le portrait robot est très utile hein, dans les enquêtes judiciaires, contrairement à ce qu'on peut penser. Ah ouais, vraiment. Parce que, autour des faits, du lieu où les faits se sont produits, ou dans l'environnement d'une personne éventuellement suspectée, le fait de présenter à des commerçants, à des passants, etc., un portrait robot en leur disant, voilà, est-ce que vous connaissez cet homme? Parfois, il y a des gens qui flashent. Et en tout état de cause, quand on n'a que ça, on travaille avec ça. Et là, en l'occurrence... plusieurs photos ont été proposées. Parmi ces photos, un garçon qui n'habitait pas très loin de là où se sont passés les faits. Il a été interpellé. Il a reconnu les faits? Il a reconnu les faits, ouais. Vous savez à quoi il était condamné? Si je me souviens bien, 2 ans et demi de prison. Ouais. Quand même donné un coup de couteau, quoi. Ouais.
Participer à une enquête policière, c'est pas toujours sans danger non plus. On croit bien agir, évidemment, en apportant son témoignage, et c'est important, mais on ne mesure pas toujours les conséquences. Souvenez-vous de l'affaire du Courrier de Lyon, c'est à quelques siècles. Faut-il ou non avoir peur des représailles quand on fait son devoir de citoyen? C'est notre troisième partie de notre émission. Irène est avec nous, bonjour. Bonjour. Vous êtes actuellement en grève de la faim pour protester contre la non-protection des témoins dans une enquête de police. Une affaire est en cours à l'IGPN, la police des polices. Et pour cette raison, nous avons choisi de vous faire témoigner masqué. Vous avez en fait contacté la police pour dénoncer un trafic de cannabis qui se répétait quotidiennement au pied de votre immeuble, qui mettait le bazar un petit peu partout, y compris vis-à-vis de vos enfants. Est-ce une décision qui se prend facilement d'appeler la police pour dénoncer ce type de trafic? Elle se prend facilement, d'autant plus qu'elle met en danger la sécurité de mes enfants et des enfants de la cité. Donc on est encore plus motivés. Les policiers sont-ils intervenus rapidement quand vous les avez appelés? Je les ai appelés, ils ne sont pas intervenus de suite. On m'a expliqué qu'il n'y avait pas de moyens assez grands pour venir faire des passages régulièrement afin de dissuader ces dealers. Et puis, au bout d'un moment, j'ai déposé plainte. J'ai déposé plainte contre le tapage. Qu'est-ce que ça a changé? Rien du tout. S'il y a eu une descente de CRS, il y a eu, on a fait des contrôles d'identité, mais ça a changé dans le sens où c'était des plus jeunes qui faisaient ce trafic, mais ça n'a pas changé au niveau du bruit et au niveau du danger. Et la drogue n'a pas été trouvée? Pas tout de suite. Oui, parce qu'un peu plus tard, vous avez vu l'endroit où les dealers cachaient la drogue. Comme vous avez fait, madame? Eh bien, disons que ça s'est passé lors d'une réunion familiale. J'étais à la fenêtre et de ma fenêtre, j'ai vu un jeune dealer sortir un sachet de cannabis des buissons qui étaient dans ce parc. Donc, moi, le lendemain, j'ai prévenu la police. Oui. Qu'est-ce que ça a changé les choses? Ben oui, le soir même... la BAC, la police nationale, est arrivée... Non, la police BAC, nationale. La brigade anticriminalité. Oui, tout à fait, oui, la BAC. La police nationale voilà, ouais. Sont arrivés et ont procédé à une arrestation des 4 dealers. Le soir même de l'interpellation, les policiers sont revenus vous chercher, chez vous, pour vous interroger. Et là, vous estimez qu'ils ne vous ont pas suffisamment protégé, c'est-à-dire? Eh bien, disons qu'ils sont venus à mon domicile. Ils m'ont demandé si j'étais d'accord, j'ai dit oui. Et ensuite, on m'a simplement caché le visage avec un sweat. On m'a fait descendre. Mais la personne qui est venue me chercher est venue dans une voiture sérigraphiée qui s'est garée dans la rue. Et cette personne avait participé à l'arrestation des jeunes dealers 2 heures avant. On vous a reconnu? On m'a reconnu. Malgré le... Oui, tout à fait. Qu'est-ce que ça a changé les jours d'après pour vous? Les jours d'après, bien, disons que le lendemain, j'ai été auditionnée à nouveau. Et là, je me suis retrouvée à attendre 1h30 dans le hall du commissariat de police avec la famille et les amis des dealers. Et à ce moment-là, je suis sortie du commissariat de police après mon audition. Et dès que je suis sortie, 2 adultes à côté du commissariat de police m'ont dit « T'es grillée à mort ». Donc je suis re-rentrée dans le commissariat de police et là j'ai déposé plainte pour menace de mort. Vous avez bien fait. Voilà. Et ensuite je suis rentrée à mon domicile. Ça n'a pas changé votre vie de changer complètement depuis? Depuis, votre mari a perdu son emploi puisqu'il a eu peur de sortir de la maison. Vous avez fini par déménager. Si c'était à refaire, est-ce que vous referiez les choses de la même manière? Tout à fait. Parce qu'il faut dénoncer ce qui n'est pas juste. Jean-Michel Decugis est journaliste au Point. Bonjour. Vous avez écrit beaucoup de livres sur la police. Vous avez constaté, lors de vos différentes enquêtes, que la protection des témoins, ce n'était pas toujours exactement comme il faudrait que ce soit fait. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques explications? Le lieutenant-colonel réagira ensuite. Il y a un grand décalage entre la loi et son application, comme souvent. La loi peut garantir l'anonymat du témoin. Et en réalité, en théorie, c'est rarement le cas, surtout pour les petites affaires comme celle de madame, qui sont des petites affaires quotidiennes dans les cités. Et nous, on termine un livre qui s'appelle Justice, la bombe à retardement. On a passé plusieurs mois... Voilà, chez Robert Laffont. On a passé plusieurs mois en immersion au tribunal de grande instance de Bobigny. Qu'est-ce qu'on a vu? On a assisté à des centaines d'audiences et on a vu régulièrement des témoins craquer quelques minutes avant de passer à la barre parce qu'elles ont peur. Elles sont terrifiées.
Et elles apprennent parfois qu'elles n'ont même pas besoin de venir témoigner, donc elles s'en vont. Ou alors on les force à venir témoigner, et là ça se passe souvent mal. On assiste à des gens qui s'effondrent, en sachant que souvent vous avez les bandes de jeunes qui sont dans la salle et qui font la pression sur les témoins. Et nous on a assisté par exemple à des témoins changer leur témoignage, parce qu'il y avait eu la pression en amont, en dehors de l'audience, de la famille du mis en examen ou du prévenu, des proches qui mettaient la pression. Ouais, foutaient la trouille, quoi, voilà, autrement dit, exactement. Qui menaçaient, quoi. Voilà. Et donc, lieutenant-colonel, la situation est pas... Enfin, généralement, la vérité est au milieu. Quand on dit que tout va très bien, ça va jamais aussi bien que ça. Quand on dit que tout va très mal, ça va jamais aussi mal que ça non plus. Qu'est-ce que vous en pensez? Il y a beaucoup de progrès à faire? D'abord, je pense que madame qui vient de témoigner a été très courageuse dans cette affaire. Et elle le referait? Et elle le referait, et je crois que c'est bien parce qu'on ne peut pas assurer la sécurité des gens contre eux. On a besoin, pour assurer la sécurité de la population, que la population aussi nous aide et nous renseigne. Exact. Nous, notre travail aussi, c'est de protéger les témoins le plus possible. Ah. Donc il y a des méthodes pour ça, il y a des articles de la loi qui nous permettent de faire témoigner des gens anonymement. Par exemple, anonymement? Oui, il y a un article, l'article 706-58, sans vouloir être trop technique, qui permet effectivement à quelqu'un de témoigner de façon complètement anonyme. Et son nom n'est connu que des enquêteurs et des magistrats. C'est pas assez fréquent, Jean-Michel, pour vous? C'est dans les grosses affaires, ça existe, dans les affaires de criminalité organisée, mais dans les affaires de tous les jours, dans les délinquances quotidiennes, non. À l'inverse de nos invités, Janine a refusé de témoigner. Vous avez assisté à un kidnapping d'un être humain, d'un homme en Italie. En pleine nuit, vous avez vu un homme ligoté dans une voiture avec un autre à côté. Qu'est-ce qui se passait exactement? C'était un kidnapping d'un bijoutier. Un homme dans un coffre de voiture avec un revolver sous la tempe. Vous étiez où, à la fenêtre, vous? Oui, parce que j'avais entendu du bruit. Donc je me suis levée pour aller voir. Oui. J'ai regretté. Trop curieuse. Trop. Et bon, tout doucement, j'ai regardé. Puis quand j'ai vu ce qui se passait, je suis rentrée tout doucement. Encore peut-être même plus doucement. Vous cachez? Oui, oui. Pas me cacher, non, mais surprise déjà. Et puis ayant un peu peur. Pour quelle raison vous avez eu peur? C'était une grosse affaire. C'était le monsieur, je l'ai reconnu, celui qui tenait le revolver. C'est mon voisin du dessus. Et le lendemain, je ne sais pas pourquoi, des policiers en civil sont venus dans l'immeuble. Ah ben on se demande bien pourquoi, madame. Ouais. Non, non, mais comment... Aussitôt, c'est ça que je veux dire. Ah oui. Sont venus le lendemain, m'ont présenté des photos. Et moi, comme une idiote, j'ai dit oui, je reconnais, je sais ce qui se passait. Et j'ai tout raconté. Pourquoi comme une idiote? Parce vous avez fait votre devoir? Oui, sur le moment, oui. Ce serait à refaire maintenant. Quand on est sur le fait, on réagit, on veut témoigner. Mais avec le recul, non. Parce que ça... Vous l'avez reconnu? Est-ce que vous avez pour autant fait une déposition? Ah, j'ai pas voulu dire que je l'avais reconnu. Oui, je l'ai reconnu sur les photos. Mais vous n'avez pas voulu faire une déposition? Non, non. Et ça a duré pendant plus d'un mois. Tous les jours, on allait à la plage, on revenait, on avait une dizaine de policiers en civil devant chez nous. Et un jour, mon mari est parti à la pêche la nuit. Et j'avais refusé de dire. J'ai dit, maintenant, ça y est, j'ai trop parlé, je ne dirai plus rien. Vous n'avez pas la représailles? Oui. Et puis, bon, c'était avec une insistance terrible. Et un jour, il y a un policier qui est venu à mon domicile, qui a frappé. Il m'a dit, maintenant, vous venez avec moi au commissariat, enfin là-bas, ce qui correspond au commissariat ici. J'ai dit, écoutez, je suis désolée, on est en Italie, j'ai fait ça au culot. Je suis française, maintenant vous me ferez témoigner si vous voulez, mais par l'intermédiaire du consulat. Je ne bougerai pas et je ne veux plus rien savoir de vous. Je ne dirai plus rien. La peur? Oui, voilà. La peur et puis le ras-le-bol, parce que c'était quand même tous les jours, il venait. Quand on est rentré à Paris, mon mari a reçu une convocation pour être au tribunal et on n'y a pas été. On a fait intervenir le consulat, on n'y a pas été. C'était il y a combien de temps? C'était en 1980. Oui, à prescription, vous regrettez? Oui, enfin... 86, vous dit votre mari, il y a plus que ça. Voilà. 86. Je regrette, c'est-à-dire... Je regrette... De ne pas avoir été plus... Non. Non, non. Je regrette d'avoir trop parlé. Ça fait réfléchir, hein? Ça fait réfléchir. Oui. Pour enchaîner notre émission sur une note positive et aussi étonnante, on va écouter maintenant le témoignage de Michel qui adore jouer à l'inspecteur. Mais tout d'abord, voyons comment se déroule une enquête policière avec des vrais policiers, une enquête dans les règles de l'art.
Après, c'est à vous. Il y a quelques semaines, il y a eu une tentative d'enlèvement devant une école. Une jeune fille a été attrapée par deux individus à bord d'une Clio blanche. Le passager est descendu et a essayé de l'amener de force dans cette voiture. La fille s'est débattue et elle a réussi après à faire 2 portraits robots de ses agresseurs. Donc on va faire une planque à plusieurs voitures pour vérifier si ces individus ne sont pas de retour sur cette école-là. Donc les 2 portraits robots établis par la jeune fille. Bon, il y en a un qui est peut-être un peu plus reconnaissable que l'autre parce qu'il a un physique plus particulier. Alors déjà, c'est pas évident de reconnaître un individu sur portrait robot, surtout quand il pleut. Et le deuxième, comme on peut voir, avec ses lunettes et sa calvitie, attire peut-être plus facilement l'attention. Bertrand de Benoît. Oui, transmets Benoît. Ouais, il y a un piéton avec une capuche bleu marine qui arrive sur toi. Ça pourrait correspondre au portrait robot numéro 2, tu sais, celui qui n'a pas de lunettes et pas de calvitie. Je n'ai pas pu très bien voir. Tu peux le prendre en compte et me dire si c'est OK pour lui? Affirmatif, je le prends en compte. Bah, négatif. Je l'ai de visu, ça correspond pas au portrait robot. 1 heure plus tard, toujours aucune trace des suspects aux abords de l'école. Bon, mais voilà, c'est pas parce qu'on a 2 portraits robots que l'affaire est solutionnée. Un portrait robot, c'est un outil parmi d'autres. Dans cette affaire, cette fois-ci, ça n'a rien donné. On reviendra la semaine prochaine, refaire un dispositif et voir si on a un peu plus de chance. Retour à la gendarmerie. Recueillir des témoignages fait partie du quotidien des enquêteurs. L'adjudant Gélineau vient justement d'entendre un témoin qui pourrait se révéler capital dans une affaire de meurtre. Il s'agit de la voisine du suspect numéro 1. Je reviens de l'audition de Madame. Elle reconnaît donc le soir des faits qu'elle a vu donc son voisin à bord d'un véhicule couleur gris clair. Elle est formelle. Elle est formelle, on a bien vérifié par rapport à son emploi du temps, savoir si elle ne se trompe pas de jour. On a regardé dans ses agendas. Je crois qu'on avait déjà ce genre de voiture, c'est qui est apparu dans le porte-à-porte. Ouais. Le porte-à-porte ou enquête de voisinage, une première étape obligée. Toutes les personnes susceptibles d'avoir vu ou entendu quelque chose à propos du crime sont systématiquement interrogées et leurs témoignages archivés. Alors, tu sais, c'était le pompier qui habitait au dernier étage. Ouais. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Ce soir-là, il faisait beau. Juste avant d'aller me coucher, j'ai fumé une dernière cigarette sur le balcon. Mon attention a été attirée par une voiture qui démarrait sur les chapeaux de roue. Et il s'agit certainement d'une crise, mais je ne peux pas être tout à fait formelle. Ouais. Et Madame confirme. Les voitures du quartier correspondantes au signalement seront toutes vérifiées dans la plus grande discrétion, car l'une d'entre elles a peut-être servi à transporter le corps de la victime. Pour l'heure, l'enquête se poursuit. Ça vous aurait plu comme métier? Oui. Qu'est-ce que vous faites comme métier? Je suis enseignante. Ah. Alors quand il y en a un qui triche, tout ça, c'est la grande enquête? Bah tiens. Vous avez été victime d'un vol de carte de crédit d'un grand magasin. Vous avez dans un premier temps porté plainte, comme chacun fait. Trouvant que les policiers n'étaient pas assez réactifs à votre goût, vous avez décidé de mener vous-même l'enquête. Michel, quelle somme d'abord a été détournée de votre compte? Au total, autour de 3 000, 3 500 euros. Ça faisait à l'époque 22, 25 000 francs à l'époque. Ouais, quand même. En 8 jours. Comment vous êtes prise pour mener l'enquête? Donc bon, j'ai fait immédiatement opposition dans la grande surface et je suis allée porter plainte. Mais entre-temps, j'ai réfléchi. Chez nous, il était passé très peu de personnes pendant cette période, dont une camarade à ma fille que j'avais hébergée 2-3 jours. Là, vous changez de voiture, une 403, un Imper beige? Yes. Cigare? On est un peu plus nerveux quand même. Et vous décidez de mener l'enquête? Voilà, parce que la gendarmerie m'a dit, je leur ai dit, écoutez, je soupçonne mademoiselle Untel. Bon. Et puis, pourquoi vous la soupçonniez? Parce que j'avais un contentieux un peu avec elle il y a déjà quelques temps. Elle m'avait fait une entourloupe, elle devait dormir chez moi, elle n'avait pas dormi chez moi. Bon, j'étais quand même un peu inquiète. Bon, c'est pas très grave, ça. Oui, non, mais s'il lui arrive quelque chose, les parents pensent qu'elle est chez moi quand même. Ah oui, une jeune fille mineure, une copine de votre fille, oui, voilà. D'accord, sous votre responsabilité, je comprends. Voilà. Puis je sais pas, le flair.
Et c'est là que j'ai mis l'imperméable et que j'ai dit, là, cette fois, je vais faire ce qu'il faut parce qu'il faut que je sache qui m'a fait ça. Alors là, vous avez vraiment mené une enquête. D'abord, vous avez été voir les employés du magasin, du grand magasin, voilà. Celui qui est juste à la croisée des chemins. Oui. Et donc, je leur ai dit, voilà, je veux le listing de tout ce qui a été acheté avec ma carte. Et bon, bah, vous avez le droit de demander ça? Et pourquoi j'aurais pas le droit? D'accord. Ils ne sont pas obligés de vous répondre, ils l'ont fait? Ah oui, je pense qu'ils ont vu que j'étais un tout petit peu énervée. Ouais. Et donc, je leur ai dit, écoutez, sur le coup, ils m'ont dit, on n'a pas que ça à faire. Je dis, moi, oui. Alors, on est là pour un moment. Et puis, sinon, je vais voir votre direction. De toute façon, je ne partirai pas sans. Qu'est-ce qui est apparu dans le listing? Eh bien, des achats, justement, très féminins. Très féminins et un portable. Mais très féminin, c'est-à-dire des sous-vêtements, des produits de beauté, des choses comme ça. Et puis donc, j'ai demandé, comme il avait été retiré une somme importante. Mais c'est quoi, dans des distributeurs dans le magasin, dans la surface, dans le magasin. Et donc, j'ai dit, bon, ben, je veux visionner les vidéosurveillance de telle heure à telle heure. C'était sur le listing de telle heure à telle heure. On a retiré, à l'époque, 5 000 francs. Donc, où est le truc de retrait? Donc, je l'ai vu. J'ai dit, bon, ben, je veux visionner les cassettes de cette caméra. Mais enfin, il ne faut pas abuser. Eh bien, si, j'abuse et je vais, parce que je ne bouge pas d'ici. Je leur ai dit... Donc, ils vous ont montré des cassettes? Oui. Vous avez vu la copine de votre fille? Alors, eh bien, non. Parce qu'ils avaient collé un distributeur de je sais pas quoi devant. Donc, à l'heure, on avait bien calé le truc et j'ai rien vu. Elle était masquée? Oui, il y avait comment on appelle ça, un portant devant. Une tête de gondole? Yes. OK. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait savoir à un copain commun à cette petite bande que j'avais visionné les cassettes et que j'avais vu mademoiselle X retirer cet argent et que donc ça allait mal aller, quoi. Donc, et puis entre-temps, j'ai quand même bien regardé le listing et j'ai vu cette histoire de portable qui apparaissait sur le truc. Donc, je suis retournée dans la grande surface et je leur ai dit, ben, maintenant, je veux, parce que je n'ai pas sûre que ça marche. Je veux quoi? Eh bien, je veux tous les bons d'achat qui ont été passés ce jour-là pour des portables. Vous savez, les bons de... Comment on appelle ça? Les garanties qui vont avec, oui, les abonnements. Bref, voilà, les imprimés qu'on doit... Ils sont venus avec un bon de commande et je leur ai dit, c'est mademoiselle Intel. Ils m'ont dit oui. Donc j'avais tout pour... Vous l'avez convoqué? Je ne l'ai pas interpellé. Vous l'avez convoqué? J'ai appelé la gendarmerie et puis je leur ai dit voilà. Non, j'y suis allée, je leur ai dit, ben voilà, vous avez tout ça, vous avez les listings, vous avez ici, vous avez là, donc elle habite là et là et là. Et ils m'ont dit, bon, d'accord. Et le lendemain ou le surlendemain, je les appelle et je leur dis, surtout qu'elle avait dit, oui, c'est moi, je vais... Donc, vous l'avez dit à vous ou aux gendarmes? Aux copains qui étaient en commun. Et donc... les gendarmes me disent, mais enfin, non, on n'y est pas encore allé. Je dis, écoutez, si vous voulez, je vous l'amène. J'aurais pris... et donc, ils m'ont dit, non, vous en avez assez fait. Ils n'étaient pas très contents, sauf que j'avais un tout petit peu secoué le cocotier. Vous avez récupéré quoi ensuite? Les excuses de la jeune fille? Non, ça, non. Mais le portable? Les parents, non Votre plus. Argent? J'ai récupéré, le portable, parce que comme ça lui évitait de payer. Et puis la famille m'a dédommagé. Moi, c'est tout ce que je voulais. Sa famille à elle, ses parents à elle. Ouais. Lieutenant-colonel, c'est répréhensible la façon d'agir de Michel? Par la loi? Il manquerait plus que ça. Ben, il y a, enfin, tout ce qu'elle a fait, je dirais, n'est pas dans les clous. Hein. Demander en particulier les facturettes des téléphones portables, ça peut porter atteinte à la vie privée d'un certain nombre de gens qui ont acheté des portables et qui n'ont pas forcément envie de savoir. Donc voilà, bon, d'un autre côté, je lui ferais bien signer un contrat d'engagement parce qu'elle a l'air de bien se débrouiller. Ça arrive souvent comme ça que des personnes privées fassent leur petite enquête? Ça nous arrive effectivement. Bon là, c'est une affaire qui est pas très grave. Il est vrai que nous, on fait en sorte de prendre en charge les victimes
et d'avoir une relation très suivie avec elles pour justement bien leur dire que parfois, quand les victimes veulent conduire elles-mêmes l'enquête, elles font plus de dégâts que de choses positives. Vous avez peur qu'ils brouillent trop la vérité, si j'ai bien compris. Qu'ils brouillent les indices. Parfois, je dirais par exemple, une victime qui passerait quelque part avant nous, elle peut détruire effectivement un témoignage. On a démontré combien le témoignage était fragile. On peut mettre dans la tête des gens des idées qui après se retrouvent dans des témoignages et qui ne correspondent pas à la réalité de ce qu'ils ont vu sur le moment. Si un jour vous êtes témoin, si vous vous retrouvez vous-même au cœur d'une enquête policière, sachez que le dialogue avec les policiers, les gendarmes peut être primordial pour essayer de résoudre une affaire, un dialogue constructif, mais généralement, sauf dans les toutes petites affaires où chacun reste à sa place. N'est-ce pas, Madame Colombo? Yes. Bonne journée à tous, merci. Merci.